Je vais juste résumer en gros ce titre qui est extrêmement ambitieux, qui pourrait paraître un peu prétentieux. Je crois sincèrement que les choses sont en train de changer dans le monde de l'architecture, plastiquement évidemment, mais aussi pour des raisons, je dirais, des terrains qu'il nous reste. C'est-à-dire qu'en dehors de la ville constituée, sur lequel on peut encore travailler, il y a désormais des terrains qui semblent pour le moins perdus, voire totalement isolés, pour des raisons qui sont parfois extrêmement simples, c'est-à-dire la question de la percussion du 19e et du 20e siècle sur un territoire qui précédait, pour des raisons logiques, pour des raisons du travail, de l'industrie, mais tout ça a été fait dans un tel désordre que je pense sincèrement qu'il y a aujourd'hui d'autres manières de voir le projet, et je parlerai en particulier de ce que je sens fortement arriver et je dirais issu de ce travail formidable qu'a entrepris la Hollande depuis 1954. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a aucun hasard sur la question de la Hollande aujourd'hui, sans citer les architectes que vous connaissez tous, et je pense qu'il y a basiquement sur la Hollande une avance considérable sur un rapport à la menace qui a dépassé la question de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a un héritage culturel fantastique sur la Hollande. Ce sont les premiers pratiquement inventeurs de la perspective, Hubert Damisch, qui est là, et c'était pratiquement le premier cours que j'avais suivi. Enfin, je suis très ému que Hubert et Thierry soient présents ce soir, mais je vais essayer quand même d'essayer de les convaincre et d'avoir une certaine tenue quand je connaissais le niveau des cours d'Hubert Damisch. Donc je veux juste dire que il y a des choses qui changent et que les choses ne sont plus issues forcément de l'histoire de la discipline, mais elles sont issues d'une fusion entre, évidemment, le paysage qui, lui, est menacé, évidemment, les terrains qu'il nous reste, évidemment, l'inondabilité, la pollution, etc., etc. Donc, toute cette composition avec ces contraintes donne une nouvelle rencontre entre la grande technologie de l'ouvrage d'art, l'architecture et le paysage. Et c'est pas étonnant, une seule seconde, que les Hollandais ont apporté cette notion de poutre habitée. Et ce n'est pas forcément chez eux un héritage culturel lié à l'industrie, mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond et qui fait que ce petit pays produit évidemment des gens d'immense qualité, pour ne citer sans doute le plus important, Kerem Koolhaas, mais d'autres arrivent et plein de jeunes architectes m'étonnent chaque jour. Pour démontrer cela, j'avais envie de repartir sur, raconter un peu, c'est pas souvent que je viens à la Cité de l'Architecture, donc je peux présenter quelque chose, donc je voulais simplement montrer comment, à partir de l'idéal du paysage pur, qui est la chose finalement la plus basique de la composition architecturale, c'est-à-dire on fait des formes, on prépare des cadrages, on organise les choses pour que ça, de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur, il y ait un échange. Ça, c'est, pour moi, je dirais, le basique par rapport à l'espace paysager pur, c'est-à-dire au paysage pur. Et il est absolument évident que cette affaire de globalité de l'architecture qui ne peut pas être seule, qui ne peut plus être seule, qui ne peut plus être considérée comme solitaire, il se passe quelque chose de très fort entre la question du paysage pur, la question du paysage altéré, et puis la question du paysage perdu. C'est par le paysage pur qu'on va commencer, et évidemment, sur la question du paysage pur, on part dans les transversalités qui ne sont plus celles de l'architecture, qui sont celles de la photographie, celles du cinéma, celles de l'art contemporain, et celles de toutes ces disciplines qui nourrissent, à mon sens, le projet. Et ici, un exemple d'un film absolument incroyable que j'ai vu l'année dernière, qui s'appelle Un lac, de Philippe Grandrieux, qui est un type très contesté. Moi, je trouve qu'il a une façon
et je retrouve tout ce qui m'a plu dans l'histoire du cinéma, c'est-à-dire la fiction, et puis décaler la façon de montrer l'architecture ou le paysage. Donc tous les cinéastes qui m'ont intéressé sont non pas ceux qui filment le bâtiment ou qui filment le paysage comme quelque chose qui servirait à prouver que c'est bien, ce sont les cinéastes qui, au contraire, comme Antonioni, comme Kurosawa, comme Godard, comme Tarkovsky, comme plein d'autres, comme récemment la première partie du travail de Kiarostami en particulier, c'est-à-dire qu'avec un minimum de moyens, il y a une fiction et en même temps, il y a un témoignage du paysage contemporain qui est absolument fascinant. Continue. Donc, dans ce film, évidemment, nous sommes dans un paysage pur, et il n'y a jamais eu autant, idéologiquement, dans l'histoire du cinéma, de films qui parlent de ça. Il y a un personnage, moi, qui m'a fasciné longtemps, et qui était très discuté comme musicien, c'est Glenn Gould. Et ce qui m'avait fasciné lorsqu'il a arrêté de faire des concerts, sa première réaction, c'était l'espace pur, c'était repartir vers l'Alaska, c'est-à-dire vers ces paysages. Et là, on retrouve, l'image suivante, d'autres cinéastes, comme évidemment la scène éblouissante du lac de Kurosawa, que je ne cesse de montrer depuis des années, parce que je trouve que c'est une scène absolument basique sur la question de l'horizon, sur la question de la menace, puisqu'il y a la montée des eaux qui va petit à petit qui les menace. Ils vont se sauver de la végétation existante en construisant donc le bâtiment avec le trépied. Il y a une rencontre entre, je dirais, la nature et puis le trépied du géomètre qui va leur permettre de construire ce qui va les sauver. Donc j'ai toujours vu dans cette scène exceptionnelle, que j'ai retrouvée aussi chez d'autres artistes suivantes, dans Les Chiens, cette vidéo de Kiarostami, cette vidéo quasi statique, mais qui pour moi insiste sur des choses fondamentales de la question du paysage pur. Premier projet, sans doute de toute ma vie, je le montre aujourd'hui, il y avait très longtemps que je ne l'avais pas montré. C'était une problématique, mais plus bête, on meurt, c'est-à-dire quelqu'un me demande de faire un solarium, vous imaginez un peu le truc, c'est luxueux, c'est tout ce qu'on veut, mais le problème c'est que je me suis cassé la tête à essayer de construire un tout petit bâtiment qui réglait l'horizon et qui permettait 2-3 trucs comme ça. On est il y a plus de 30 ans, donc on est vraiment dans un truc qui stylistiquement peut être très discutable, mais il y avait déjà, dès le début, cette question que le podium visuel, l'assiette paysagère, la composition, l'architecture n'étaient qu'un élément, je dirais, émergent pour renforcer un dispositif optique. Suivante. Au Portugal, 2-3 images très simples, c'est-à-dire que se développe, toujours par rapport au paysage pur, l'idée que on peut, à l'infini, avec la passion du cinéma, suivante, construire un bâtiment avec une enceinte. Barragan a été cité tout à l'heure, c'est évidemment le maître de ce travail avec l'enceinte qui redécoupe, qui démultiplie les fonds de perspective, etc. Et c'est là où, c'est à cette période, et c'est là où je suis extrêmement ému que Hubert Damisch soit présent, c'est que c'est là où la question de la perspective me semblait fondamentale pour l'architecture et pour le cinéma et pour la photographie, alors que la question de l'art contemporain, pour lequel je suis évidemment extrêmement passionné, alors que la question de l'art contemporain, lui, passait son temps à détruire la perspective. Et moi, j'ai senti, dans cette pensée de Damisch, qu'il y avait cette dissociation consciente, que l'outil perspective scientifique continuait à progresser, et ça n'avait aucune ambiguïté avec la question d'un art contemporain totalement libre. Ça me semble être, dans le livre L'origine de la perspective, une des choses fondamentales. Sur la question du cadrage, évidemment, on peut s'amuser à timbrer, je dirais presque, un paysage, suivante, donc, et tout d'un coup, selon l'approche, arriver à cadrer. On est toujours dans ce que j'appelle, moi, le basique, c'est-à-dire la composition architecturale qui n'est pas dans la menace et qui n'est même pas
dans le cadre d'un sujet qui viendrait en plus. Sur la question du paysage altéré, il m'est venu tout de suite ce lieu qui me fascine depuis des années, qui est l'axe de Meudon, ancien tracé de Le Nôtre, et qui m'a permis, avec les étudiants et à travers le cours théorique que je fais, de développer cette histoire de l'histoire sourde du lieu. C'est-à-dire, il y a des lieux, c'est pas qu'ils sont sédimentairement, on sait ce qui s'est passé, etc. Il y a des lieux qui se sont assoupis et qui ont eu pourtant une histoire formidable. Et ça, je pense que c'est important dans un projet d'architecture de connaître pas forcément l'histoire stylistique ou l'imitation stylistique de l'histoire, mais ce qui s'est réellement passé. Dans ce paysage assoupi et sublime, avec ces deux traces de Le Nôtre, il y a, on le sait, et de la mémoire nous le montre, la suivante, donc deux perspectives qui s'opposent, celle de la terrasse de Meudon et celle du tapis vert. Dans cette mémoire, chose qu'on a tous vue, il y a ces tracés de Le Nôtre qui, pour moi, me fascinent depuis très 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 longtemps, parce que je trouve, en particulier à Vaux-le-Vicomte, qu'il y a des leçons d'une préfiguration de la perspective contemporaine, c'est-à-dire celle du XXIe siècle, chez Le Nôtre, sauf à partir du moment où on sort de la symétrie. Mais il y a un certain nombre de leçons fantastiques. Dans les tracés, il reste évidemment dans cette région parisienne énormément de tracés de Le Nôtre qui sont devenus, les cartes de chasse se sont substituées et sont devenus parfois des tracés de lotissement. On sait tout ça, mais en même temps, je pense que c'est important de savoir que ces grands tracés ont existé, parce que lorsque l'on travaille la fragmentation du territoire, on a tout d'un coup une réflexion qui n'est pas la même dans la composition de la transformation paysagère. Suivante. On a aussi cette affaire de cet hexagone qui reste à Meudon et cette percussion du centre de recherche de l'ONERA et puis ici du hangar Y. Il se trouve que ces bâtiments quasiment à l'abandon ou qui vivotent ont été un des plus hauts lieux technologiques de Paris, de la région parisienne. Eh bien, cet endroit s'est assoupi. Je pense que lorsqu'on est dans n'importe quelle complexité de territoire, c'est toujours important de savoir ce qui s'est passé. Pas pour le refaire, pas pour le remettre en état, pas forcément pour le conserver, mais parce que quelque part, il y a l'histoire sourde d'un endroit aujourd'hui totalement assoupi où venaient parfois 10 à 15 000 personnes fêter la suivante, alors qu'avec aujourd'hui, il y a un skate et un bâtiment abandonné, où il y avait les ballons dirigeables, les avions, l'observatoire qui est venu se mettre après, etc., etc. Donc, cette question d'un paysage altéré sur lequel restent des émergences qui, pour moi, ne sont pas des topographies artificielles, mais ce sont des témoignages d'un moment du lieu. Suivante. La soufflerie, c'est un lieu qu'aurait pu faire prouver, c'est un lieu absolument magnifique. Suivante. Et donc, ces bénéfices visuels que nous laissent les quelques traces de Le Nôtre, ce sont des vis-à-vis à très très grande distance. Suivante. Le Mont-Beuvray, je dirais, je n'ai pas envie de raconter ce projet, je dirais que la chose qui restera pour moi éternelle sur la question du Mont-Beuvray, c'est le vis-à-vis optique des sujets que nous avions à faire. Un musée, un centre de recherche, un restaurant, des gîtes. Ça fait 20 ans qu'on travaille dessus, on est encore en chantier. Et dans cette aventure, le fait d'avoir utilisé une architecture qui aujourd'hui date de 96, donc qui date, mais pour moi, ce qui reste et ce qui me semble indémodable, ou pouvant peut-être traverser un jour une destinée de ce bâtiment, c'est la question de l'optique. Et ce n'est pas la question de la texture, et je dirais, ce n'est même pas la question de la forme du bâtiment. Là, une des choses, lorsqu'on a à intervenir sur des grands territoires ou à avoir plusieurs projets à plusieurs endroits, le problème, c'est qu'ici, ce qu'il y avait de magnifique, c'est qu'il y avait une espèce de courbe de niveau qui rejoignait le village, qui avait à la fois le centre de recherche,
à la fois le musée, et puis le sujet, c'était les fouilles. Donc ce que je revendique encore aujourd'hui, parce que quand je revois le projet, je trouve qu'il a pris un coup, mais c'est pas grave, ce que je revendique encore aujourd'hui, c'est le fait d'avoir effacé à l'intérieur du musée la vue principale et d'avoir ramené en coupe le sujet sur la forêt, c'est-à-dire l'immense ville de Bibracte qui se situait ici et qui a disparu avec le temps. Mais l'histoire sourde de toute cette affaire et un rapprochement d'une vue serrée de cette histoire sourde nous a permis de construire un bâtiment et de construire plusieurs bâtiments. Après, il y a cette affaire de topographie dont je parlerai plus tard. C'est que je crois qu'aucun architecte ne peut ignorer aujourd'hui la question de la topographie artificielle et de la topographie naturelle. C'est impensable qu'on puisse ne pas la comprendre. Je me tue à essayer de l'expliquer aux étudiants parce que la topographie artificielle nécessite des fondations qui vont chercher le sol de référence et que ça change tout. Parce que ça pose aussi un problème, si on prend la Villa Savoie de Le Corbusier, la Villa Savoie de Le Corbusier sur pilotis, la question du pilotis sur un terrain artificiel, donne les mêmes pilotis pour aller les chercher. Donc du coup, on n'est plus dans une problématique du monde moderne, on est dans une problématique où on articule la question du sol artificiel et surtout du sol et la question du sol naturel. Donc on a agrandi ce projet, en agrandissant ce projet, on a obtenu une vision optique sur Autun. On a réussi dans cet agrandissement à avoir l'idéal, c'est-à-dire le musée raconte Bibracte, mais en même temps, optiquement, il est en podium visuel sur Augustodinum, c'est-à-dire la ville qui a quitté Bibracte, que Bibracte a été abandonné. Les Romains sont allés fonder Autun. Et dans cet aménagement de parking, on a créé un axe optique qui nous permet de voir les deux. Suivante. C'est un projet, il est ce qu'il est, il est d'une certaine époque. Ça se revendique, ça ne me gêne pas, et ce qui me fait énormément plaisir, c'est qu'on revient dessus. C'est-à-dire, ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, il m'arrive sur plusieurs projets de revenir dessus, c'est-à-dire de les resédimenter. La question du parking, c'est un parking effaceur, en pente, un truc basique, mais c'est sans doute la chose dont je suis le plus fier de toute cette histoire. Suivante. Sur la coupe, le mur qui efface, le sujet sur le côté, et puis au bout, la question de la vue, lorsqu'on se retourne avec le village, suivante, ce village où il y a le centre de recherche, où il y a le restaurant, où il y a d'innombrables interventions qu'on a fait encore récemment. Donc on a travaillé sur ce village en traitant son étude d'impact. On a planté énormément d'arbres. On a retravaillé les déblais et remblais. On est en train d'agrandir le centre de recherche ici. On va sans doute construire une petite mairie qui est ici. On a fait le restaurant, on a fait un gîte, on a fait un autre gîte. C'est-à-dire on a fait une chose qui est un rêve. C'est-à-dire qu'on a sédimenté un sujet sur un lieu qui était extraordinairement chargé d'histoire, mais sans pour autant mimétiser toute cette affaire. Donc le village, toutes les interventions, les taillés, etc., il y a tout un travail qu'on a fait, où là, la fusion entre le monde vivant, le monde statique et la question de la perspective se mélange. Petit restaurant extrêmement fin qui vient se mettre, qui date aussi, je pense, suivante. Et puis ce vis-à-vis optique entre le centre de recherche et le musée. Sachant que de chacun des lieux, on voit toujours un moment par unité architecturale. Ça, c'est le bâtiment qu'on est en train d'agrandir et de transformer. Et c'est une aventure qui est très belle de revenir 12 ans après sur un projet comme ça. Quand je dis 12 ans après, c'est plus 15 ans après. Donc, sur la question de ce grand territoire sur lequel on aura construit à peu près 11 bâtiments, on aura aménagé un nombre incroyable d'espaces, à la fois publics, forêts, etc. On passe sur un autre sujet, qui est celui du Struthof. Alors, ici, la question de la menace,
je dirais, s'accentue. Elle est en montée. Elle est en montée par le sujet, elle est en montée par la mémoire, elle est en montée par le lieu, on est en 800 mètres d'altitude, et elle est en montée aussi parce que nous sommes en zone sismique. Ce qui d'ailleurs, je vous renvoie à la première image qui a servi d'invitation, c'est que ce que vous voyez en horizontal sont des butons d'articulation sismique, et que ce bâtiment ne pouvait pas être très complexe. Mais on lui a fait faire quand même 2-3 choses très complexes. Donc avant, c'était le camp qui a été travaillé en 1955, en mémoire, par un architecte des bâtiments de France qui a fait un travail assez intelligent. Mais il y avait un parking horrible de station de ski, enfin pas possible. D'ailleurs, à propos de station de ski, ce lieu était la station de ski la plus huppée de Strasbourg. Et il se trouve que les Allemands, paradoxalement, prennent cet endroit comme un des plus beaux endroits optiques du lieu pour y faire un camp de la mort et y organiser donc une carrière pour fabriquer le granit de Speer. Et les gens mouraient par le travail, c'est-à-dire ce transport-là, les épuisait, rentraient le soir, et puis après on les achevait en four crématoire en partie basse, où on les torturait dans les 2 bâtiments qui sont restés ici. Chambre à gaz étant ici, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché à reclarifier très discrètement ce lieu, et on a cherché à faire une architecture ultra sobre, qui était plus pour moi un dispositif qu'une architecture, qui était plus pour moi une émergence du sol, un accompagnement du lieu, que faire un bâtiment. Suivante. Donc on a disposé les choses de manière extrêmement simple. On a construit d'abord un mur qui donne la vue aux gens qui se garent en voiture, parking paysager, et qui efface après, tout le long du parcours, jusqu'au baraquement qu'on a transformé en petit musée de mémoire du Struthof. Et on a construit ce bâtiment ici qui se met en écho avec les 14 camps d'extermination allemands. Il s'agit de bien voir que le Struthof faisait partie d'un camp aussi terrible que les autres, pas lié forcément à la solution finale évidemment, c'est-à-dire celle des camps polonais et autres, mais il y a quand même eu 40 000 morts, il y a quand même eu... nous étions en Allemagne. Et les Strasbourgeois, qui sont des malgré nous, dont je comprends profondément le problème, ont été obligés parfois de se mettre au service donc, des Allemands. Donc nous sommes dans une situation d'une très grande ambiguïté, un chantier qui était très très délicat pour l'Alsace. Nous avons réglé des choses très simples. C'est-à-dire, ça, c'est la maison du gardien, personne ne la voit, c'est un mur. Elle est creusée, elle a la vue sur la vallée. On a offert tout ce qui n'était pas le sujet à la vue, pour une fois, et tout ce qui était le sujet n'a aucune vue. On a enfermé les choses. Deuxième chose, on a trouvé des caves qui étaient construites par les déportés, qui étaient sous le terrain. Ce n'était pas vraiment le sujet. Et là, dans l'esprit de transversalité, il y a un artiste contemporain américain que j'adore, et qui m'a influencé sur plein de projets, qui s'appelle Gordon Matta Clark. C'est-à-dire cette idée de l'affouillement, cette idée de la césure, cette idée de découper d'une manière brutale, cette idée même d'exposer dans un lieu où il va faire affouiller toutes les caves et tout. Il y a quelque chose qui est dans cette histoire, même si on ne va pas citer directement, mais l'affouillement de ces caves nous a permis de faire l'aménagement paysager d'arrivée du projet et puis l'exposition temporaire qui se tourne autour des caves existantes. Suivante. Donc les caves se posent sous le projet. Nous nous accrochons désormais à quelque chose d'important puisque ce sont des caves construites par les déportés qui étaient le socle des maisons des Allemands, de toutes ces... comment ça s'appelait, ces gens qui s'occupaient de torturer tout ce monde. Donc on a construit un grand espace d'accueil sur les 14 thèmes
des camps allemands, pour le rappel, et puis on est descendu autour de ces caves et on a fait une muséographie autour de ces caves. Voilà. Le projet de la muséographie est ultra simple, et évidemment, on nous a beaucoup comparé à l'autre musée qui s'appelle le musée de la Moselle, qu'a fait François Seigneur, avec un certain nombre de qualités, mais on nous a reproché d'avoir fait une muséographie beaucoup trop calme, beaucoup trop simple. Et là, je crois sincèrement que sur cette question-là, il est extraordinairement facile de basculer dans les accumulations de César, la dernière exposition de Boltanski, que je me permets de dire, qui pour moi me paraît être pas une esthétique de la menace, mais du business de la menace. J'espère qu'il ne me balancera pas un procès là-dessus. Mais je pense qu'on ne peut pas esthétiser la question de la mémoire de l'Holocauste. Ce n'est pas possible. Donc on a essayé de faire des choses ultra simples avec cette cave suivante. Cette cave, donc, nous l'avons pas parcourue, nous avons tourné autour. Suivante. Nous les avons donc excavées. Suivante. Nous avons fait un travail énorme de remise, pas de remise en état, suivante. Et puis, on a clarifié la première partie d'arrivée que vous avez vue en coupe tout à l'heure, en gardant les ventilations, donc en gardant les ventilations des caves existantes. Et tout d'un coup, il y a une rencontre, cette fois-ci physique, entre la trame structurelle de ces caves et le fait qu'on désosse les caves, et puis quand on rentre dans le musée, on les évide et on passe. Voilà. Donc le public, lui, quand il arrive, il est derrière ce mur. Les bagnoles, on ne les voit plus. Les bus, ils sont derrière ce mur, on ne les voit plus. Quand on a franchi tout ça, on est dans un silence, dans un recueillement. Suivante. Le mur partitionne le parking. On voit la vieille pierre ici. Et on voit ce projet qui est très fermé et qui traite d'un sujet très simple. L'opacité, c'est-à-dire l'opacité du barodage et le filtre du barodage en entrant. C'est pratiquement les seuls thèmes de ce projet. Suivante. C'est un lieu qui est à 800 mètres d'altitude, donc il fallait qu'il ait une résistance extrêmement costaud. Il était parasismique, il traite d'un sujet extrêmement difficile. Il est très peu présent, parce qu'il est dans une pente, comme vous l'avez vu tout à l'heure. C'est un jeu de mur pur, extrêmement simple. Suivante. Suivante. La montée que vous avez vue tout à l'heure est une montée au point le plus haut, toujours avec cette obsession des dispositifs optiques de Lenôtre. On rentre dans le projet, ou sinon, on domine le portail d'entrée du camp. Je ne décris pas ce projet, je dis simplement qu'il s'agissait, il n'était pas pensable pour nous de refaire, je dirais, des choses mémorielles comme le barodage, l'enfermement, etc. Nous, on a préféré le faire avec la lumière, en jouant sur des lames miroirs qui, selon la journée, éclatent, mais expriment toujours d'une manière, c'est-à-dire avec quelque chose de naturel et de pas d'artificiel, la question de l'enfermement. Suivante. Et la transparence avant de descendre sur toute la séquence des butons qui sont des choses qui vivent avec la question du tremblement de terre sur les deux très grands murs que vous avez vus qui doivent absolument être stables. Donc, c'est un thème que l'on voulait me faire cacher, c'est-à-dire on disait vous n'allez quand même pas faire un truc comme ça. Moi, vous allez le voir sur un autre projet, je montre désormais la menace technique que peut avoir un bâtiment. J'en fais quelque chose au contraire, de esthétique au sens, je dirais un peu que Rancière utilise. Donc on descend, il y a un travail d'éléments rétroprojetés, des choses extrêmement simples. On informe, sans aucune mise en scène particulière,
sans mise en condition du public, sans son, sans musique, sans bruitage, sans machin. C'est dans un silence absolument total. Et on longe cette cave qu'on a découvert parce qu'on n'avait pas son plan, donc on l'a vraiment, on l'a pas retouchée. Elle est telle qu'elle est. Voilà. On l'a dégagée. On a présenté un certain nombre de documents. C'était une espèce de rigueur scientifique très pure. Suivante. Et puis, aussi bien dans un sens que dans l'autre, lorsqu'on traverse les caves, un tout petit hommage à un autre maître. J'ai cité Damisch, mais je peux citer aussi Georges-Henri Binguisson, c'est-à-dire ces grandes enfilades, magnifiques, du mémorial de la déportation, que l'on ne parcourt pas et dont on sent la profondeur. Suivante. Donc ça, c'est vraiment les traces de ce qu'on a sorti de tout ça. Voilà, on continue. On comprend mieux cette affaire de Buton et le fait que ce bâtiment est évidemment pas praticable pendant 3 ou 4 mois, mais il faut savoir que eux, les gens qui sortaient de ce portail, bossaient. Une petite parenthèse sur ce portail, parce qu'on me l'a reproché. Ce portail est issu d'un film américain extrêmement connu, qui se termine dans Struthof, et le portail est donc un faux. Je parlerai tout à l'heure de ce que je considère comme la notion d'histoire décalée, c'est-à-dire que je pense que ça n'a aucune importance. Je pense que cette histoire, que l'histoire de la reconstitution de l'histoire et la reconstitution des bâtiments, etc., je pense que faire une sédimentation au XXIe siècle, c'est une sédimentation. Voilà. Donc il y a toujours quelque chose. Ça a été fait. Bon, ok. Marlon Brando vient mourir pas loin, etc. Mais le problème n'est pas important. Il n'est pas important. Le portail aurait-il un peu plus petit, ça ne changeait rien à la question qu'il était l'entrée principale de l'horreur. Suivante. Dans cette affaire d'exprimer, voire d'esthétiser les menaces techniques qu'ont un bâtiment, à Rochefort, il y a des butons coulissants et je vais vous expliquer comment on en est arrivé là. Rochefort, c'est un projet de musée d'histoire de la ville qui est situé pas loin de la maison de Pierre Loti. Alors la maison de Pierre Loti, c'est une maison silencieuse, avec à l'intérieur un truc une espèce de reconstitution des continents. Si vous voulez, c'est en beaucoup plus petit, ceux qui ont visité la propriété de Danuzio, où il s'est reconstitué son bateau, il s'est reconstitué son avion, son truc. Donc ce sont ces gens qui finalement font d'une vie et de leur maison l'œuvre de leur voyage. Danuzio étant un personnage beaucoup moins recommandable que Pierre Loti. Ici, il y avait dans Les Demoiselles de Rochefort, qui est un film plastiquement sublime et dont la fiction est totalement ridicule, enfin, à mon sens, mais en même temps et encore. N'oublions pas le générique, n'oublions pas les qualités visuelles et géniales de ce film, de Jacques Demy. Et donc, fort de la question du silence de Pierre Loti avec son truc extraordinaire à l'intérieur, d'un bâtiment chaotique qu'on va voir, et d'une mémoire qui n'a jamais existé, puisque c'était pour un film, eh bien, est né un concept qui nous a permis de réaliser ce projet. Donc, suivante. Voilà un bâtiment qui s'est pris quelques balles, qui a été repris. Alors, cette façade est censée être celle du 18e, ça a été remonté au 19e. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Alors, il y a des... Est-ce qu'on va vraiment sauvegarder tout ça, etc. Donc, nous, notre position, elle est simple. On s'est dit, Loti, il a gardé une façade, et derrière, c'est un festival. L'autre, il a fait un maillage, et ici, dans Allemagne année zéro, il y a cette image
absolument sublime, qui est un film, je ne sais pas si quelqu'un l'a pas vu, il faut voir, c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma. C'est ce moment où ce prêtre joue de l'orgue dans une église bombardée sans toit. Et donc il y avait dans cette idée ce toit du 19e que j'ai pris le risque de casser en me disant, voilà, on va garder le 18e, Pierre Loti, on va garder un masque, on va prendre l'idée, voilà, ça c'est le musée Pierre Loti, ça c'est l'intérieur, il y a des gens comme ça, hein, il y a des facteurs cheval, machin, des trucs, il y en a plein, mais Loti c'est quand même voyageur, personnage ambigu, mais c'est quand même un truc très étonnant. Et puis, le carroyage en sol qu'il y avait dans ce... Et voilà. Et on s'est dit là-dedans, on va faire un mix des deux. On y va. On prend la façade 18e, on la désosse en carroyage complet. On la désosse en carroyage complet. On met 2-3 partitions, aucune porte. Et on fait là-dedans toute l'histoire de l'art, toute l'histoire de la ville de Rochefort, avec une muséographie qui va être en complément de tous les fonds de perspective qu'on va faire. Suivante. La coupe, très claire, salle 19e, qu'on a cassée, pardon, excusez-moi, qu'on a montée, mais vous allez voir comment, c'est-à-dire tout en vert. Donc, salle 19e, atrium, travail HQE pour arriver à une grande fraîcheur, mais je ne parlerai pas d'HQE ce soir. Il y a des gens qui sont 1000 fois plus qualifiés que moi. Un projet, rien ne se touche, et puis les butons sont évidemment entre les parois anciennes et les dalles. Suivante. Voilà, donc la surélévation, c'est une lame de verre. Suivante. On continue. Et puis, à l'intérieur, les dispositifs qui vont accompagner, voire renverser par miroir, la question de la muséographie qui arrive, c'est-à-dire qu'on mélange la muséographie avec le miroir on absorbe la ville. Donc c'est plus du cadrage, c'est du renvoi. Et après, sur cette toiture, il y a un travail qui permet de maîtriser en plein été un truc très simple qui marche bien. Voilà. La question du cadrage, cette fois-ci, accompagne le sujet, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une problématique qu'on avait vue au début. Et voilà, on présente l'espace sans muséographie, rien ne touche le sol, tout est en flottaison, tout est détaché. L'espace 19e, tous les entre-deux qui deviennent un spectacle incroyable, sauf si on a du bois, sauf quand on est blanc, et entre la paroi rouge 19e, qui est la seule chose, seul hommage au passé dans ce projet, en plus du masque filtré conservé 18e, et puis une muséographie tout en flottaison, très simple. On continue. On a une chose que j'adore, c'est les plans reliefs, parce que le plan relief, c'est un truc qui, dans un premier temps, peut paraître classique, et puis on fait balader des mini-caméras, et on a alors là toute l'histoire d'un lieu, d'un moment d'un lieu. Et ça, je trouve que, et je ne parle pas d'histoire, là, je parle de l'exploitation d'un document ancien pour, évidemment, des éléments modernes. Transparence sur la carte de la ville, etc., etc. À propos de plan relief, on passe à un autre plan relief, qui est celui de Avesnes-sur-Helpe. Alors, Avesnes-sur-Helpe, c'est des fortifications de Vauban. Et ce que je trouve important sur le thème de la menace, c'est que les fortifications militaires qui vont de Vauban aux fortifications espagnoles au Moyen-Âge, etc., etc., y compris aux bunkers mis en valeur par Virilio, ont un sens qui s'est renversé. C'est-à-dire qu'ils prennent un intérêt qui était imprévu. Les intérêts imprévus sont les belvédères, évidemment,
ce sont les podiums visuels. Ce sont des manières, lorsqu'on se promène sur ce qu'il en reste, d'avoir des tapis verts, et puis un premier paysage proche, un deuxième paysage moyen, et puis après, dans la pique de la Défense, le grand paysage. Et c'est avec cela que nous avons composé le palais de justice d'Avesnes-sur-Helpe, sur lequel je ne vais pas parler longtemps, parce que c'est un projet qui ne se termine pas très bien, avec un ministre de la Justice qui est passé brièvement, mais qui a su créer tous les projets et arrêter toutes les dépenses des projets en cours. Donc ce projet, pour moi, était scotché, il n'est pas tout à fait terminé, mais le sera-t-il un jour? Et je n'ai pas envie de rentrer dans la polémique, c'est la crise, on ne sait pas, je n'ai pas envie d'entrer là-dedans. Ce qu'il y avait d'assez beau dans cette trace des restes de fortification, puisque Avesnes-sur-Helpe a été détruit 12 fois, reconstruit 12 fois, et reste à chaque fois des moignons de fortification de Vauban, espagnols, Moyen-Âge, etc. C'est de considérer que ces destructions, ces guerres, etc., aujourd'hui, elles nous restent au même titre que la percussion du 19 et du 20e siècle sur le territoire dont je parlais. Mais cette fois-ci, c'est une percussion qui est pour d'autres raisons. Des raisons de fluidité de circulation, des raisons d'enchaînement d'un espace haut par rapport à une ville basse, etc., etc. Nous avions un hôtel des impôts, un hôtel des postes, il fallait mettre un palais de justice ici, il y avait des fouilles archéologiques ici, il y avait pratiquement un parc archéologique, à mon avis, à développer. Donc, pendant le concours, on a proposé une idée ultra simple, c'est la suivante. On a regardé ce site, les fortifications de Vauban qui restent, quelques traces d'éclatement dans la ville, l'identification de l'enceinte est extrêmement faible, mais nous, on a fait un boulot, on a essayé de faire quelque chose. On a mis un bâtiment qu'on a soulevé. On l'a soulevé pour fabriquer une place et des espaces publics qui n'existaient pas, qui étaient un no man's land, et on l'a soulevé pour fabriquer un parc archéologique en belvédère sur le grand paysage. On a soulevé le projet et on a mis à nu une courtine qui cisaille et réapparaît et cale tout l'espace, toute la place de l'arrivée sur le palais de justice. Donc nous sommes partis de l'histoire sourde du lieu, des menaces et des contraintes de ce projet, parce qu'il y en avait énormément, et on a essayé de composer avec toutes ces contraintes quelque chose qui nous fabriquait finalement un bâtiment qui s'irradie avec les mêmes matériaux pour fabriquer des parkings, dont on retrouve des matériaux un peu partout. On a remis en évidence les éléments de fortification et on a, avec l'aide d'un architecte qui s'occupe de cette fortification qui s'appelle Bissement, qui fait un travail remarquable sur la préservation de cette fortification, on a composé un espace urbain, mais sur quelque chose qui était de l'ordre d'un chaos. Alors, suivante. D'où un plan qui apparaît, où on a mis d'un côté les salles de justice, tout le parquet, l'arrivée de la police, etc. Un parking qui reprend des thèmes que nous avions déjà développés pour le centre-ville de Meudon-la-Forêt, c'est-à-dire des murs effaceurs ou des haies effaceuses. Et puis, la remise en évidence de l'archéologie, ce cisaillement qui nous permet d'entrer dans le parc, et puis soulever un bâtiment. Voilà. Suivante. L'idée est simple, le bâtiment se soulève. Le fait de monter dans la salle des pas perdus nous donne une vision sur le paysage profond, alors que le fait de ne pas monter nous donne sur le paysage immédiat. Le fait de monter dans la salle des pas perdus nous permet de dominer la place du palais, et c'est comme ça qu'on a finalement organisé un projet qu'on souhaitait assez sévère et surtout très discret dans le site, parce que il y a des bâtiments qui sont plus hauts que cela. Suivante. Voilà, du coup, la partie qui est archéologique, la partie soulevée, l'entrée en diagonale, la place qui est derrière et l'ancrage du projet. Suivante. On a fait une coupe qui était très importante parce que dans cette coupe, on a fait descendre les murs qui ont été remblayés et on pense qu'il y aurait plein d'idées à trouver.
sur le fait qu'il y a des murs qui descendent à près de 5 mètres et qui ont été rembayés. On pourrait en tirer des histoires, et d'ailleurs, on en a tiré quelque chose. Suivante. La partie qui cisaille le projet, la partie qui est soulevée, le fait qu'on monte pour aller atteindre le grand paysage. Suivante. La rencontre un peu piranhésienne entre, d'une part, la structure du bâtiment, la courtine, etc., etc. Suivante. Le fait que le projet soit entièrement soulevé, aussi bien dans l'allée qui mène à la salle des pas perdus, l'accueil et un grand bassin qui nous oblige, lorsqu'on est dans la salle des pas perdus, à avoir, comme le nôtre, une distance obligée par un plan d'eau, ce qui fait que l'œil est il y a une plateforme visuelle obligée, c'est-à-dire que le cadrage n'est évidemment pas l'approche d'une fenêtre percée. Le cadrage, c'est quelque chose qui met toujours à distance l'œil pour avoir son tableau ou son abstraction de paysage. Suivante. Suivante. Donc, lorsqu'on est dans la salle des pas perdus, eh bien, écoutez, moi, je suis allé, il m'est arrivé 2 fois dans le palais de justice, pas pour des raisons bien graves. J'ai jamais vu un endroit où on peut avoir une transparence sur le paysage parce qu'on passe pour un endroit. Et je vois que les gens, ils sont vachement plus décontractés, ça va quoi, c'est pas le truc fermé avec les colonnades et tout. Suivante. Le plan d'eau, la partie soulevée qui est complètement administrative, et puis évidemment donc la séquence entre la salle des pas perdus, la mise à distance du plan d'eau, le paysage qui est sur la fortification de Vauban, et puis le grand paysage qui est au loin si on écarte le truc. Suivante. La ville nous a demandé de généraliser ce principe sur d'autres endroits, et on leur a proposé de mettre en évidence tous les fragments de fortification pour les articuler avec des éléments culturels et pour reconstituer, même au niveau chemin, une promenade de périphérie et de mémoire. Ça, je trouve que c'est très exagéré. Le deuxième idée, c'est qu'on a profité de toutes ces traces pour proposer des parcs, comme on l'a proposé. Et donc, du coup, je dirais, on a renversé un processus qui était pour cette ville un emmerdement, une menace, une contrainte, etc. Et on a profité de ce qui était le résidu de l'histoire pour en faire du sublime, pour essayer d'en faire du sublime. Suivante. Voilà les zones dans lesquelles on intervient et on espérait qu'avec cela, cette ville passerait en ville et histoire, ce qu'elle n'est pas encore. Suivante. Voilà. L'accentuation de la menace, pour moi, et ça c'est en travers l'enseignement que je fais en cours théorique depuis un long moment, et le fait que je travaille sur cet espace, cette zone, prise entre ces 2 voies ferrées, depuis près de 15 ans avec les étudiants, et que je m'appuie là-dessus pour construire le cours théorique. Je pense que je fais partie de ces architectes passionnés par le paysagisme au sens culturel du terme, et je fais partie de ces gens qui adorent le nôtre pour des raisons que j'ai citées, mais qui adorent Jean-Claude Nicolas Forestier. Alors, pourquoi ? Parce que lorsqu'on identifie les zones potentielles de systèmes de parcs, parc d'Orly, la zone interdite ici de la poste avancée de l'usine d'eau de Paris, la Petite Venise qui est un endroit absolument inouï, un endroit le plus pollué, le plus épouvantable. Je veux dire que Stalker, c'est au-delà. Les images de Stalker sont au-delà de ce qu'on peut trouver là-dedans, Céveso, etc. Lorsqu'on voit la potentialité de Villeneuve-Saint-Georges, lorsqu'on voit la potentialité d'un parc qui, pour moi, est le parc de toutes les contraintes, qui est le parc de la plage bleue, qui n'a de mauvais que son titre, pour ceux qui le connaissent. Comment a-t-on pu appeler ça le parc de la plage bleue alors qu'il est un véritable prouesse optique, comme j'en ai rarement vu. Le parc de Créteil
et le parc des Gondoles. Alors l'idée ici, c'est de dire que la partie de l'Est parisien, qui est la partie la plus contraignante, la plus douloureuse, la plus difficile en inondabilité, pollution, bruit d'avion, etc., etc., a du potentiel. Et il suffit de le regarder avec un œil. Allez, je vais encore faire un hommage à Damisch. Avec un œil damischien, je ne sais pas si ça se dit. Je pense que un peu d'observation, sans forcément rentrer dans le détail, un peu de façon de regarder l'état des lieux et un petit peu d'histoire, devrait nous permettre, évidemment, de tenter de mettre en relation tous ces parcs et surtout de résoudre la clé de toute cette histoire, qui est le recouvrement de cette zone, qui, à mon avis, ne va pas tarder à arriver, qui est peut-être déjà en concours. Moi, personnellement, je ne suis pas là-dedans, mais je vois bien que cette gare de triage est un véritable blocage paysager, blocage urbain et compartiment des villes qui sont toutes dans des situations presque d'isolement les unes par rapport aux autres. L'autre problème, si on pense à Jean-Claude Nicolas Forestier, c'est que ces parcs, ce parc est fermé, ce parc est fermé, ce parc est fermé, celui-ci, il est à moitié, on joue au foot, au centre, etc. Et celui-là, il est en devenir, et à mon avis, il a une potentialité fantastique. On regarde juste optiquement et très simplement le port à l'Anglais. Le port à l'Anglais, moi j'ai vu des réponses dans le Grand Paris qui m'ont totalement scandalisé, parce que c'est pas ici qu'il faut mettre des tours les plus branchées qu'il faut. Il faut regarder ce lieu, parce qu'il y a d'un côté Alfortville, de l'autre côté Vitry, tout ça meurt, nous sommes au bord de la Seine, il n'y a aucune qualité, et évidemment, cet échange-là nécessite, profitant des écluses, suivante, nous sommes face optiquement à un lac, c'est-à-dire que la Seine tournant dans les deux sens opposés, nous sommes dans l'endroit le plus large de la Seine, nous sommes dans un endroit qui a un potentiel inouï, et la seule personne, je dirais, qui l'a peut-être un peu regardé, c'est Bernardo Secchi, dans le cadre du Grand Paris. On continue. On est dans un lieu, mais d'une beauté potentiellement fantastique. Je n'ai pas vu encore à ce jour une étude sérieuse sur cet endroit, mais peut-être me trompe, je ne suis pas très présent dans le monde de l'architecture, je passe mon temps à enseigner dans l'agence, etc. Donc j'y vais à l'intuition et peut-être que j'espère que des gens travaillent déjà sur cet endroit. Suivante. Ce lieu qui sont évidemment les écluses. Alors en passant, moi j'ai une passion pour l'architecture, l'ouvrage d'art, j'ai une passion pour l'eau, et je pense d'ailleurs que le grand thème urbain à venir, c'est l'eau. C'est-à-dire le grand thème, l'ossature, l'eau dans tous les sens du terme, va être un des grands éléments de composition du projet. Lorsqu'on voit que ces petites tourelles de surveillance sont au ras de l'inondabilité de la région parisienne, je me dis, mais où on est avec notre histoire de petites maisons inondées dans le sud-ouest? Et où on est? On est là, on dit, on fait un plan noir pour flinguer 150 maisons qui peuvent s'en sortir si on leur fait un PPRI avec un étage comme à Ivry ou ailleurs. Premier étage, il est inondable, on a un escalier, on se monte au premier, on peut les transformer, ces maisons. Ici, c'est la catastrophe absolue. C'est-à-dire, si ça monte là, Maison Alfort, Alfortville inondée, Vitry inondée, et toutes les autres zones que je vous ai montrées sont inondées. Donc, esthétique de la menace, je ne connais pas l'architecte qui a dessiné ça, il en a dessiné d'autres. Ce sont par excellence des bâtiments qui sont issus de la contrainte et de la menace pure. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas... Il y a un petit geste plastique, mais ils sont issus, ils font partie de ces innombrables projets qui vont arriver, qui sont issus d'une autre problématique que la Villa Savoie.
qu'il y a une problématique d'espace, de parcours, etc. Il va savoir parce que je parle des pilotis. Je parle de la question du pilotis, qui me semble être une question qui est totalement discutable aujourd'hui, sauf sur la question du lacustre. On continue. On revient sur ce parc que peu de gens connaissent, tous ces parcs sont issus de carrières, évidemment, donc on ne vous fait pas d'histoire, on le sait, etc. Ce parc, il est inouï, parce qu'il est pris entre cette voie ferroviaire absolument incroyable, il est pris entre Choisy-le-Roi, il est bloqué par Renault, c'est-à-dire qu'il ne peut même pas aller à la Seine. Alors du coup, optiquement, il nous donne les choses suivantes. C'est qu'il nous donne un plan à le nôtre. Là, quand je suis arrivé, j'ai découvert ça il y a 15 ans ou 12 ans. Je me suis dit, putain, mais c'est un truc. Alors j'ai appris que ça a servi, paraît-il, à des Jeux Olympiques, à des courses d'aviron, j'en sais rien, peu importe. Mais la qualité qu'a ce parc, c'est qu'il est en topographie artificielle partout et qu'il efface, évidemment, toute une proximité catastrophique et qu'il met en scène une silhouette urbaine profonde. Et là, les leçons de le nôtre, les leçons de la question de la grande profondeur de champ, qui sont évidemment des axes fantastiques de composition urbaine, pour éviter, ce sont des moments de respiration, pour éviter l'agglutinement des choses. Suivante. Renault, voilà la topographie, et évidemment, j'espère de tout mon cœur que Renault va foutre le camp, parce qu'ils n'ont pas grand-chose à faire ici, c'est presque à l'abandon. On abat ça, le parc arrive sur la Seine. S'il arrive sur la Seine, il passe en pont sur le futur parc qui est à côté. Et évidemment, tout ça peut donner du programme. Suivante. Ça, c'est une chose inouïe. C'est-à-dire, le parc, quand on est à l'intérieur, efface la topographie artificielle qui joue un rôle monumental. Et dans une zone interdite, pour moi, j'appelle ça des zones interdites. Et on se rend compte que dans la banlieue parisienne, il y a un nombre de zones interdites. C'est ça les espaces perdus. Un nombre de zones interdites qui méritent peut-être ce qu'on va voir. On se balade, je crois, dans cette zone-là. Donc je vais vite par zone, hein, je ne décris pas. On se retrouve dans un endroit qui est absolument extraordinaire, sauf qu'il est dans l'axe d'atterrissage d'Orly. Bon, après tout, ça peut se gérer. On se retrouve dans une espèce de port industriel semi à l'abandon, zone Céveso, etc. Il y a un bordel, il y a tout. Mais en même temps, il y a un potentiel fantastique. Il y a une cité, paraît-il, maudite qui est là, avec des gens, des machins, des trucs. Bon, je sais pas quoi. On a tout ça et on a Villeneuve-Saint-Georges qui a été le plus bel endroit de la région parisienne. C'était un belvédère entre le château de cette ville était dominait la Seine dans un sens, dans l'autre. Aujourd'hui, c'est un étranglement. TGV, la route nationale, le truc, le machin. Tout ça, c'est le boulot d'une génération qui arrive. C'est ça que j'essaie de dire. C'est qu'on va travailler avec la contrainte, mais que la contrainte, c'est pas n'importe quoi. C'est justement quelque chose qui va donner, à mon sens, une rigueur beaucoup plus intéressante à certaines formes de néoplasticisme. Je ne suis pas contre le néoplasticisme, mais à certaines formes de néoplasticisme qui me paraissent gratuits, voire néo-beaux-arts. Continue. Lorsqu'on se balade dans la petite Venise, on a des atmosphères comme ça, avec une eau ultra polluée. Tout est pollué. C'est une zone glauque. Suivante. Un petit rappel, c'est facile, sur la scène finale de Stalker. Film sublime. Juste un mot. Pourquoi Stalker m'obsède depuis des années? On est 10 ans avant Tchernobyl. On a des gens qui fuient une zone industrielle pour aller vers une zone verte, avec ce travelling latéral qui est avec Weekend, sans doute l'un des deux plus beaux, Weekend de Godard, qui est sans doute un des deux plus beaux travelling latérales que j'ai vu dans ma vie. Et on se balade avec cette espèce de truc là, et puis on arrive dans cette zone qui est encore plus dramatique que l'autre. Voilà. Et ça, on peut critiquer Tarkovsky après sur d'autres films. Et quand on sait qu'il a refait ce film parce que la pellicule a été brûlée, je pense que vraiment, putain, heureusement que la pellicule a été brûlée parce qu'il avait vécu d'économie de moyens. Ce film est un chef-d'œuvre. Suivante. Lorsqu'on regarde La Petite Venise, on a tout, on a l'horreur, on a le truc, il y a des chiens qui nous poursuivent, on rentre là-dedans, si vous y allez de nuit, vous ne sortez pas vivant. Ça existe encore, c'est à portée de Paris, c'est pas loin. Continue.
On continue. On se rend compte que sur un geste plus simple du monde, un lac, une île, conserver cette petite île qui est absolument magnifique et cette espèce de dévers sur la Seine qui est remarquable, on se rend compte que cette cité maudite reprend une dignité incroyable parce que ce n'est pas le festival de Cannes, c'est pas la baie de Cannes, mais il y a tout d'un coup une promenade de bord de trucs, on peut construire du logement, on peut équiper cet endroit pour sauvegarder Orly, il y a une programmation absolument inouïe possible dans cet endroit. Suivante. On revient sur cet endroit. Cet endroit, pour moi, c'est un endroit qui me fascine depuis des années. C'est Ilex, je crois, qui a fait ce travail. Ce travail, pour moi, est absolument inouï, parce que quand on voit que ce parc est situé entre une déchetterie ou une cimenterie et 40 000 bagnoles de Renault, on se dit, ils ont été capables de composer avec la menace, et ils ont été capables de mettre en scène ce qui pouvait être a priori l'horreur, et ils l'ont mis en scène d'une manière sublime. Sauf le design bleu. D'où le nom de la plage bleue, que je trouve terrible. Je l'aurais appelé le parc de toutes les contraintes, mais ça aurait fait peur tout le monde. Donc voilà. Il se trouve que ce parc, comme beaucoup d'endroits de la région parisienne, c'était des carrières remplies d'eau, déchetteries et déjà des pylônes, etc., etc. Alors là, ce que je trouve génial, un petit clin d'œil en passant, suivante, sur le goût de la cerise. Le goût de la cerise qui a été plus ou moins hué à Cannes et qui a gagné. Je passe partie du Festival de Cannes, on ne va pas rentrer dans la People et compagnie. Ce film est génial parce que on n'arrête pas de monter et descendre cette montagne avec ce type qui veut en finir et qui rencontre 5 personnages. Et à lui tout seul, ça raconte l'Iran. Et on est à la fois dans un terril, à la fois dans une topographie artificielle, à la fois peut-être dans une vraie topographie, mais en tout cas, on est dans l'état du paysage iranien d'aujourd'hui, et comme souvent, ce sont les grands cinéastes, sortent des pays totalitaires, fabriquent du cinéma sous le manteau, et je fais une parenthèse simplement pour dire que Kiarostami m'intéresse aujourd'hui plus du tout. Donc ça, c'est autre chose. Moi, j'aime le père Kiarostami de ses premiers films avec rien, une dissociation du son et de l'image, une dissociation du son, de l'image et de la fiction. Et à ce moment-là, le paysage dissocié nous apparaît d'une manière absolument sublime. Suivante. On passe sur ce parc. Alors, je ne veux pas parler de paysagisme, je parle d'une globalité. Ce parc m'intéresse en dehors de sa qualité du monde vivant, c'est qu'on l'a vu en plan masse, et il efface en topographie absolument toute la périphérie. C'est-à-dire il crée en lui, à lui tout seul, autour d'une menace, autour de l'horreur, autour de la pollution. Il est le résultat lui-même d'un comblement d'une zone abandonnée. Je le trouve prodigieux. Je n'aime pas trop les designs des trucs, mais ça n'a aucune importance. Je trouve que c'est quelque chose de totalement héroïque. Et à mon sens, bien plus intéressant que certains projets récents d'Adrian Goes, bien qu'Adrian Goes soit un personnage, on en reparlera, qui m'intéresse profondément. Suivant. Cette montée me fascine, bon, toujours parce qu'il y a une montée à la nôtre, asymétrisée, mais parce que, au lieu de monter lorsque le ciel rattrape l'horizon, comme chez le nôtre, au lieu de montrer pour voir une statue ou pour voir un autre morceau de forêt, là on monte sur un spectacle industriel qui ne me gêne absolument pas. C'est-à-dire que c'est ça, pour moi, l'espoir absolu de la mixité entre ce que peut être l'industrie, le paysagisme et l'état des lieux, au sens wendersien du terme, c'est que nous avons tout. Nous avons l'horizon, nous avons des poteaux électriques, nous avons des voitures qui vont et qui viennent, nous avons des trains qui passent. Mais nous sommes dans une espèce de podium visuel qui nous les fait voir comme une espèce de gigantesque installation. Il y a quelque chose de formidable dans cette affaire. On continue. On se retourne et tout d'un coup, on efface tout le paysage de proximité et on a, pour la première fois, la crête
de ce qu'est l'ensemble du bassin parisien, c'est-à-dire de ce qu'est l'ensemble de l'Île-de-France, dont on ne perçoit très peu la crête. Il faut avoir un recul. Je vous demande de regarder ces poteaux. Parce que moi, ce que j'adore dans ce projet, c'est que c'est une ancienne déchetterie, une carrière, etc., etc. Et puis, les poteaux, on va composer avec. Et on va faire une espèce de labyrinthe à la Shining autour de ces poteaux. On va s'approcher. C'est-à-dire, on compose l'industrie, l'horreur de ce que pourraient être les pylônes. C'est-à-dire que finalement, dans cette aventure, le problème, c'est que le XXe siècle a disposé les choses sans aucune préoccupation optique, esthétique, fonctionnelle, pratique, voire sur des questions de silhouette, sur des questions d'usage, sur des questions sociales. Et là, tout d'un coup, ces deux choses deviennent l'élément de composition, deviennent des verticalités, on oublie le truc, on continue. Il y a des choses magnifiques dans ce parc. Hein. Moi, personnellement, je ne fais pas de différence. Pour moi, un paysagiste qui fait ça, un architecte qui sait le faire, parce que ça, c'est toute la différence entre le paysagiste qui a la technique scientifique de pouvoir faire des choses pareilles, et l'architecte qui va vous faire un truc où il y a tout qui va s'effondrer, ou tout qui va raviner. Donc, évidemment, que cette transversalité entre l'architecture et le paysage. Mais moi, personnellement, c'est un tout. Je ne peux pas différencier. J'adore cet espace, j'adore le terrain de foot qui n'a pas de ligne blanche, qui a que 2 trucs en inox. Et quand on se retourne, on est en podium visuel sur les lacs. Je trouve ça à tomber par terre. Si on continue, il y a d'autres endroits absolument inouïs sur des îles qui sont accessibles, pas praticables, etc. Quand on monte sur les îles, on a l'industrie qui réapparaît. Je trouve que c'est un festival spatial du monde vivant et du monde statique, c'est-à-dire celui qui consiste à creuser le remblai et le déblai. Suivant. On va, je ne sais plus où, Noël, aide-moi. Oui, on se rapproche de cet élément qui nous semble être, alors qui est, à mon sens, après Ivry, le prochain grand coup de franchissement. La question de ce franchissement, je crois qu'il y a des méthodes pour franchir des voies ferrées. Il y a un inventaire à faire. Alors l'inventaire, on a essayé de le faire. Suivante. C'est qu'il y a des endroits remarquables. Ces endroits remarquables sont des fragments de forêt, des bâtiments dans lesquels personne ne sont allés et qui sont ces espèces de rotations pour locomotives de mes petits trains électriques d'enfance. C'est pratiquement du musée. Je trouve ça donc, je pense qu'il y a dans cette traversée, en dehors évidemment du problème de rabattre et de biseauter, et donc de plier le franchissement, mais je crois qu'il y a une vraie piste avec le prolongement de ce parc qui va passer artificiellement par-dessus, pas totalement, avec donc certainement des plantations à 2 niveaux de référence, des plantations comme au parc de Bercy par exemple, où il y a des choses que j'adore, c'est-à-dire qu'il y a des choses où les arbres de référence sont restés, il y a une grille autour d'eux, mais ils tirent vers la lumière, ils poussent et leur système racinaire reste en place. Suivante. Un inventaire des bâtiments remarquables de ce projet qui sont pratiquement classés monuments historiques. Suivante. Le système de parc qui apparaît dans sa totalité. Et quand je parle de système de parc, ça veut dire qu'évidemment, il y a de la programmation à mettre, il y a à développer de l'architecture, des programmes de logements sociaux, etc., etc. Mais il y a le fait que c'est le dispositif paysager qui l'emporte désormais sur le dispositif architectural qui, lui, vient en complément. Et c'est ça qui me semble fondamental. C'est-à-dire que il n'y a pas de guerre entre la question de l'urbanisme, du paysage et de l'architecte. Il y a une vision globale qui se décline ensuite du général au particulier. Suivante. Suivante. Donc, tout d'un coup, ce lieu qui est aujourd'hui le trou du cul du monde peut devenir un des lieux absolument, avec un peu de conviction, avec des programmes, évidemment. Personne n'empêchera de mettre du bureau, des choses, des machins, mais pas
de construire totalement, évidemment. Voilà. Une parenthèse sur cette question de ville et système de parc contemporain. C'est que je crois que si on reprend l'idéologie de Prouvé sur les logements pour pauvres, si on reprend l'idéologie même à un moment donné du métabolisme japonais, il est possible d'imaginer qu'en limite ou à l'intérieur de ces parcs puisse se développer en complément des jardins partagés l'idée que, ce qui est d'ailleurs le cas lorsqu'on observe les jardins partagés où plein de gens habitent dedans désormais dans les baraques, l'idée de développer du logement intermédiaire qui fait passer le SDF en système de parc provisoire, de construction provisoire, pour le faire passer ensuite vers du logement social. Je pense que tous ces espaces, et c'est une chose qui, je pense beaucoup au travail de Villejuif, d'Alexandre Chemetov, qui, s'il avait peut-être continué ce projet, il y serait arrivé. C'est-à-dire qu'on peut imaginer des structures d'attente pour du logement intermédiaire dans ces systèmes de parc en plus de programme, et une fois que la personne s'en va, eh bien, elle laisse peut-être une promenade haute, puisque ces bâtiments doivent être hors crue, il laisse tout un système de promenade hors crue par rapport au programme de sol de référence. Je pense qu'il y a des pistes absolument formidables sur ces projets. Suivante. On passe à la Hollande, image ultra célèbre. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué, ça va? Je peux continuer. J'en ai pas pour très très longtemps. Hein. Je voulais surtout raconter une histoire et puis prendre quelques exemples de projets, mais pas les développer. Cette image de la Hollande, c'est un pays... Moi, j'ai une fascination pour la Hollande depuis longtemps. Tout petit pays qui, dans ces images, montre cette alternance entre l'eau, ces questions de l'eau, la question de la topographie, etc., etc. Suivante. C'est un pays qui est en dessous du niveau de la... qui est en dessous, c'est beaucoup plus grave c'est beaucoup plus grave qu'Arles, c'est beaucoup plus grave que le Sud-Ouest. C'est beaucoup, beaucoup plus grave que Paris. C'est-à-dire, on est en dessous 4 mètres, 4 mètres 50, 5 mètres sans endroit de la mer du Nord. Donc, on se protège. Alors, si on se protège, c'est pas, il n'y aura peut-être pas la crue de 1910 cette année, puisque nous sommes dans l'année de la crue de 1910. Le futur bâtiment du Louvre des Arts Premiers ne sera pas complètement englouti, puisqu'il est totalement en dessous du PPRI. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Et on découvrira peut-être que même s'il monte la moitié de la crue, on va être mal. Donc nous sommes dans l'année centenaire de cette crue. Les Hollandais n'ont pas joué cette carte. Ils ont joué la carte du sérieux, ils ont joué la carte de l'ingénierie. Et évidemment, et ils sont, à mon avis, devenus les plus grands spécialistes sur la question de la gestion de l'eau, sur la question de la retenue de l'eau, sur la question de l'usage de l'eau, sur la question de l'irrigation, sur plein de questions. Donc, cette image ultra célèbre, qui montre un pays plus bas que le niveau de l'eau, est la première grande traversée. Alors, aujourd'hui, elle se contente d'être une pente, des vélos, des promeneurs et des voitures. Ça, c'est ce qu'on aurait pu faire. On continue. Tout d'un coup, on se rend compte que dans les tonalités de grands paysages, je ne vais pas vous faire du Google, hein, je vais faire de l'explication. Dans les tonalités du grand paysage, la question du comportement de l'eau tenue à l'intérieur de la Hollande et tenue à l'extérieur de la Hollande fabrique tout d'un coup et commence à fabriquer des lieux. Donc on va voir l'autre extrémité, c'est-à-dire des lieux, des moments paysagers qui sont la rencontre obligée, et non pas artificielle, la rencontre obligée entre ouvrages d'art, ingénieurs, architectes, paysagistes, spécialistes d'hydrologie, et puis j'en rajoute, c'est-à-dire historiens, parce qu'il y a tout un rapport à l'histoire, etc. Donc, et tout d'un coup apparaissent des choses étonnantes comme celle-là, on va zoomer, et
ce que moi je considère ce que moi je considère, alors ça c'est les années 60, c'est la guerre des mondes, mais on commence à voir apparaître un vocabulaire qui se libère, qui n'est plus dans un mimétisme moderne, qui sort totalement de la question de la culture architecturale liée au mouvement moderne, qu'on va continuer, qu'on va explorer, etc. Non, parce qu'il y a d'autres contraintes, parce que le métal rentre en jeu, parce que l'ingénieur architecte reprend le dessus. C'est une chose indiscutable. Des choses apparaissent en Hollande qui donnent des formes, ce ne sont pas des projets récents, mais qui donnent des pistes d'immenses bras. C'est-à-dire qui, lorsqu'on voit aujourd'hui des projets de Rem Koolhaas qui balancent des porte-à-faux tordus dans tous les sens, des poutres habitées, on est dans ces vocabulaires-là. C'est-à-dire que c'est impensable qu'il n'y ait pas eu ce regard-là. Et ce regard-là est un regard qui a tout autant d'importance, je dirais, par rapport à l'urgence, par rapport à la contrainte, par rapport au devenir de l'architecture future, par rapport aux menaces de la montée de l'eau. Bon, il va monter de l'eau. C'est pas la première fois qu'il va monter de l'eau sur la planète. On ne va pas en faire une... Donc, moi, je crois qu'il y a tout d'un coup, des moments architectoniques qui ont inconsciemment fait exploser cette affaire de la Hollande, enrichi, dans le cas de Koolhaas, évidemment, par le passage américain, où il y a une culture, c'est-à-dire que moi je vois dans un personnage comme Rem Koolhaas à la fois la rencontre d'une déstructuration de l'héritage du monde moderne, bien qu'il le continue d'une certaine manière, et un regard sur cette question de l'ingénierie et donc sur la question de la mégastructurabilité. Les formes que vous voyez ici ne sont pas des formes que vous voyez dans les pays arabes, où vous avez dans les pays arabes, excusez-moi, je m'en excuse mille fois, des pays du Golfe, où on voit dans les pays du Golfe des espèces de trucs, des marinas, des trucs, tout ça, c'est du port autonome, c'est des trucs, il y a toute une chose qui se fait pour des raisons techniques, d'usage, d'industrie, d'agrément. Et ces formes ne sont pas décoratives, elles ne sont pas néo-beaux-ardiennes, elles sont liées à des vraies contraintes. Et on arrive à des spectacles, que ce soit à hauteur d'œil ou que ce soit en plan, à des choses formidablement spectaculaires. Et là encore, je pense que dans les premiers travaux de Loma, il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est l'idée que la voirie, que le réseau, qui a été catastrophique pendant le XXe siècle, devient un élément de composition du projet urbain. C'est-à-dire le réseau, c'est un bâtiment. Le réseau, c'est quelque chose qui apparaît, qui disparaît. Et que, alors là, c'est encore plus extraordinaire. Là, c'est Vauban renversé. C'est-à-dire que là, c'est plus pour l'attaque militaire, mais c'est pour l'attaque de l'eau. Et on voit réapparaître, donc tout d'un coup, une architecture beaucoup plus technologique, mais qui, d'une certaine manière, renverse tous les processus de l'architecture défensive, mais prolonge technologiquement ce qu'a été la tradition de l'architecture défensive, en particulier sur le port de Dunkerque. Suivante. On assiste à des choses formidables, c'est-à-dire des prolongements artificiels de plages, mais qui sont avec des traitements de parcs, avec aménagés, avec des trucs. C'est-à-dire qu'il y a une totalité qui fait que je pense que là, nous avons affaire à un pays qui est vraiment très, très, très en avance sur cette question. Suivante. Je conclurai sur un des projets que je préfère. Alors, il s'appelle OTH, le groupe, mais ça n'a rien à voir avec, évidemment, avec nos ingénieurs français, que je n'ai rien d'ailleurs. Mais sur ce projet, moi, ce qui me fascine dans ce projet, c'est que la question de la trace de l'ingénierie passée se sédimente.
Donc c'est un seul exemple, donc je ne parlerai pas évidemment d'MVRDV, etc. Ce bâtiment a quelque chose d'extrêmement fascinant. Suivante, c'est qu'il il fait d'ailleurs ce que toute la Hollande a fait, c'est-à-dire transformation portuaire. On n'a pas peur d'aller sur les docks. On a cette espèce d'imagerie de caisse encaissée qu'on retrouve aujourd'hui dans les chambres d'étudiants. C'est le premier pays au monde qui est en train de foutre des étudiants dans 9 mètres carrés, mais ils sont vachement bien. C'est le premier pays au monde qui fait des maisons où la boîte de béton qui est le séjour est opaque, descend dans l'eau, elle monte parfois, et puis les chambres sont en haut, et il y a une pluie de lumière dans le truc. Il y a une infinité d'inventions dans ce minuscule pays qui, évidemment, déteint sur tous les concours, beaucoup de concours français, beaucoup de concours européens. Et peut-être que je dirais que je ne veux pas faire un panorama architectural international, mais je pense que quand même les Hollandais, ils ont sérieusement influencé un paquet de jeunes architectes aujourd'hui. On continue. Je ne suis pas loin d'avoir fini, donc je continue sur Dunkerque. Dans les aventures professionnelles, je gagne un concours imprévu. Alors vraiment, je ne m'attendais absolument pas à ça. Parce que le geste qu'on avait fait était un geste un peu, me semble-t-il, très exagéré. Mais enfin, maintenant, on le fait. Il s'agit donc du Môle 1, de l'extraordinaire site de Dunkerque, qui est un véritable laboratoire d'art contemporain, de couleurs, de lumière, de la question de la rouille, il y a des milliers de choses, c'est extrêmement beau. Et c'est un port qui n'a pas réellement muté, donc il a encore des usines anciennes, il a encore une trace de l'histoire, etc. Cet endroit, je n'ai pas envie de vous faire de la cartographie, mais cet endroit, il y a du Vauban dans l'air, évidemment, il y a du Fraissinet, et puis ça se construit, et on rajoute les trucs, et au machin, pour arriver jusqu'à environ 2006 ou 2007, où le tonnage du port est en triomphe absolu. Et puis la crise arrive, panique, et vous le savez dans les journaux, c'est une ville qui va devoir muter son industrie d'une manière absolument indiscutable. On me demande de faire à cet endroit-là le centre de la mémoire et du futur de Dunkerque, avec un learning center sur le développement durable, l'école deux écoles d'urbanisme, l'agence d'urbanisme. C'est un programme extrêmement compliqué. Et devant cette complexité, on a pris un parti strict. Alors, pour arriver à justifier un petit peu l'attitude qu'on a eue, je suis allé me balader là. Et là, j'ai pris la claque du siècle. Parce qu'il y a une plage interdite qui est ici, une plage interdite, qui est à mon sens absolument pas polluée. Il y a un bras d'eau pollué qui distribue toute la zone industrielle, et puis il y a la mer. Continue. Je suis allé me balader dans ce site, et j'ai l'impression là, de rentrer dans une espèce de zone interdite avec une odeur de soufre terrible. Je me dis, mais putain, mais c'est dingue comment ils bossent. On passe par un espèce de truc comme ça, on continue. Donc on rencontre un bunker de sous-marins, tout ça est magnifique, c'est vraiment... Quand on commence à avoir, je dirais un peu une culture du regard, je crois que rien n'est vraiment catastrophique quand on regarde les choses et tout. Donc là, il y a un truc qui est un peu à l'abandon, c'est mystérieux, c'est même pas répertorié dans le magnifique livre de Bunker Archéologie de Virilio, mais c'est un truc incroyable, on continue. Et on arrive sur des trucs où il y a des interdictions de partout, alors qu'on peut y aller. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on peut y aller. C'est une zone interdite, si on peut y aller, on s'approche. Alors on passe sur des trucs, il ne faut pas que ça nous tombe sur la tête, qu'il y ait du danger partout. On rentre dans ce site et clin d'œil sur un chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre que j'ai vu cette année. Je suis de Titos Vélez. Théona
Ilevska, je crois, je ne sais plus, peu importe. C'est un film macédonien extraordinaire, une fiction de 3 sœurs qui vivent à Vélez, c'est-à-dire ces villes industrielles de Tito, où les églises et toute autre manifestation, je dirais, de culte, sont remplacées par les usines, nouvelles cathédrales. Ce qui est très beau dans l'histoire de ce film, c'est que tout le monde est malade. Tout le monde est malade et qu'elle essaie de s'en sortir, mais que là, on rencontre tout le problème de l'idéologie du 19e et du 20e siècle, c'est-à-dire le triomphe idéologique du travail des usines, mais évidemment une pensée non cohérente sur la question de la cohabitation du paysage, de l'usage et donc du social. Ces usines, il y a une qui crache encore le feu, tout le monde, et 50% de la population de cette ville est malade, et cette jeune femme, qui est l'actrice du film, souffre aussi de problèmes pulmonaires, etc. C'est d'une beauté absolument inouïe, et encore une fois, ce sont des films qui témoignent de tous ces pays des villes de l'Est, mais pas que des villes de l'Est, puisque nous avons construit en France, il suffit de se balader au bord du Rhône pour arriver à comprendre les grandes erreurs qui ont été faites. Ce sont des erreurs absolument terribles, mais dont nous aurons peut-être les moyens de sortir, alors que les pays de l'Est, qui ne sont pas forcément encore dans l'Europe, et même s'ils sont, je ne sais pas s'ils ont les moyens, on va s'en sortir, mais tous ces lieux sont des lieux de très haut danger, et donc d'une très très haute menace. Ici, le jeu de mots sur l'esthétique de la menace, c'est que le film est absolument sublime. Voilà. Et qu'il est toujours formidable de voir que dans des pays comme la Macédoine, petit pays récent, il y a encore... C'est une femme qui a fait ce film. C'est une femme, nous étions 7 dans la salle, comme un lac de Philippe Gandrieux, je crois qu'on était 8. Et que moi, je porte une attention parce que je surveille ces choses-là, c'est mon truc, ça me plaît. Je trouve que quand on est enseignant, il faut tout voir, il faut toujours être au courant de tout. Et j'ai vu ce film et j'étais ébloui. Voilà. On continue et on se balade dans un endroit qui est complètement fascinant, qui a une coupe absolument inouïe, c'est-à-dire que on est sur un glacis qui descend vers la plage. On a une route de l'autre côté, voilà ce glacis. Et cette plage, c'est les Bahamas. C'est-à-dire, comme elle est interdite, il n'y a pas une cigarette, il n'y a pas un truc, il n'y a rien. Et si on continue cette plage à Dunkerque, c'est-à-dire là où ils se baignent, c'est-à-dire le Dunkerque plage, alors là, c'est un bordel indescriptible, il y a les chiens qui chient dessus, il y a le truc. C'est incroyable. C'est-à-dire que, voilà bien un exemple d'esthétique de la menace, c'est que la problématique de l'interdiction de se baigner dans cet endroit où je me demande pourquoi ils l'interdisent. Je me pose la question. Je ne suis pas sûr que ce soit... C'est tout simplement parce qu'il y a l'odeur du soufre. Mais on a des moments d'une beauté absolument inouïe, on continue. On a des choses qui sont... qui pour moi auraient pu être filmées par... Bon, c'est des petites photographies modestes parce qu'aucun grand photographe n'a l'ombre portée du mec qui tape. Je suis désolé. Bon. Je suis absolument désolé là-dessus. Et puis, on a des effets, lorsqu'on se retourne, qui, alors, encore une fois, si on peut repartir en arrière, sont des moments toujours liés à cette affaire des montées chez le nôtre, qui, moi, me fascine tellement. C'est-à-dire qu'on remonte et on découvre petit à petit, comme ça, doucement, ce paysage industriel qui va finir par être soclé, suivante, qui finit par être soclé. Voilà. On arrive. Et là, on a un univers qui brûle, on a un univers qui est tellement fascinant, qui n'est pas l'horreur, mais qui devrait pouvoir, à mon avis, pouvoir muter de manière intelligente. On a un spectacle qui n'est pas celui de la Hollande, parce que l'industrialisation française portuaire est beaucoup plus en retard que toute la technologie hollandaise qu'on a vue. On est évidemment dans des choses de couleurs, de trucs, de machins, de choses absolument sublimes. C'est vraiment des choses d'une grande beauté. On continue.
continue. On continue. Et cette photo me fascine beaucoup. Parce qu'elle me fait penser à un projet de Colas, dans les années 87, pour un départ portuaire. Et il y a quelque chose dans ces formes, et il y a quelque chose évidemment dans le basique de la poutre habitée. Juste 2 clins d'œil. La poutre habitée, qui aujourd'hui peut se passer sur 4 et libérer la structure, et en passant un hommage à un architecte que actuellement j'adore, qui est Christian Kéretz, qui lui a construit un bâtiment en structure sur 4 appuis avec une totalité de structure habitée, ce qui me confirme absolument que cette notion d'architecture ingénieure doublée d'une vision paysagère me paraît être l'idéal absolu, quoi. Et on continue. Alors, il faut savoir une chose importante par rapport à l'histoire, c'est que Dunkerque est bombardé, a été reconstruit, et que le bâtiment sur lequel on nous a demandé d'intervenir est un bâtiment qui a été bombardé et en partie reconstruit. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Suivante. Voilà, on a ce qu'ils appellent, eux, la cathédrale du port, cette espèce de grand bâtiment, très long, etc. Alors, bon, est-ce qu'on fait des bourgeons? Est-ce qu'on fait des trucs comme les milliers de trucs? Donc, on a voulu faire un coup où on a mélangé Gordon Matta Clark et le nôtre. Rien que ça. Alors, on y va. C'est-à-dire qu'on le scie en deux. Et en le sciant en deux, mais on le scie vraiment. C'est-à-dire, on voit la scie, on voit le coup de scie. On fait une montée vers le belvédère qui domine toutes les futures activités du port. Donc, toutes les futures activités. Et le port va complètement changer. Ce belvédère-là, ce sera un espèce d'observatoire urbain, sur lequel d'ailleurs on montera aussi en partie haute. C'est-à-dire ce bâtiment, c'est le centre de toutes les décisions qui vont être prises sur le futur Dunkerque, y compris d'ailleurs l'organisation d'un pan européen qui a eu lieu sur ce môle. Donc moi, je me retrouvais entouré par un aménagement paysager, voilà. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mis en eau, on l'a mis dans l'eau, non pas pour faire chicos, mais parce qu'on s'est dit, c'est la seule façon de faire une friche. C'est-à-dire, au lieu de faire une friche à la manière des vignes, on fait une friche d'eau. C'est-à-dire, on met un plan d'eau, très peu. Et de cette manière, on est sûr de régler la question de l'approche. Le chantier se met plus loin. Suivante. Voilà la coupe. Alors, dans ce bâtiment, ce qu'on a, c'est qu'on a des archives de la ville. Il y a beaucoup de choses. C'est très, très intéressant parce qu'on regroupe dans un vieux bâtiment toute la mémoire et tout le futur de la ville. On a un auditorium, on a plein de choses. Suivante. Et donc, on le scie. C'est-à-dire, on le scie vraiment. C'est-à-dire, on le scie complètement. Voilà. On le scie et on met l'eau en friche. C'est-à-dire, on ne pense pas que l'eau sera gardée. On pense qu'un jour, quand il y aura un aménagement urbain, mais tant que nous, qui allons être les premiers, puisque le chantier va commencer l'année prochaine, on va se mettre à distance comme ça, et puis on verra après. Suivante. On monte, on crée une montée avec toujours l'horizon qui touche. Voilà. Les parties en creux que vous voyez sont des accessibilités handicapées. Et puis c'est tout. C'est-à-dire le bâtiment, on le retouche un peu, on l'arrange tel qu'il était, mais on ne lui fout pas les 160 bourgeons que je vois sur tous les bâtiments anciens, etc. On lui fout un truc, on le coupe, et la modernité, elle est dedans. Ce qui fait qu'il garde dans le grand paysage son... Alors après, on arrive évidemment en partie haute, et alors là, on a tout le futur développement de tout le truc, on aura tout le spectacle des futurs projets qui viendront, etc. Et ce sera un laboratoire du projet. On a depuis rajouté quelque chose, donc c'est la suivante. On a depuis créé un learning center avec donc le belvédère qui sera autour. Et dans cette idée de learning center donc, du projet,
c'est que les étudiants de partout sur la question du développement durable, parce qu'il y a une grosse ambition du Grand Dunkerque sur ce projet, il y aura une petite cafétéria qui sera là pour les visiteurs, etc., et qui n'est pas vue dans le plan optique, qui sera redécouvert pour offrir, non pas une vision globale, mais au contraire de la démultiplier. Et voilà, donc on continue. La question de l'architecture intérieure est en étude, c'est-à-dire qu'on veut que toute la structure soit prise dans du verre, c'est-à-dire qu'on ne veut aucun poteau. On veut que dans ces verres circulent les ventilations et les alimentations et qu'on les voit, donc sans ces poteaux-là, parce qu'ils ne sont pas porteurs. Donc on veut avoir aussi des orgues de lumière qui le traversent. Et on voit que la question de la texture et de l'épaisseur de cette texture, je ne vais pas tomber encore, et que l'épaisseur de cette texture va compter. Suivante. On est dans un univers où là, c'est lâché, on est en pleine étude. Le Learning Center et le Centre d'interprétation de la ville va nous permettre de retrouver des thèmes qu'on a déjà développés, par exemple à Rochefort, où la vieille façade, évidemment, sert de cadrage à la question alors que de l'autre côté, en transparence, on a la rue et les vis-à-vis en pente, des sources de lumière, la maquette gigantesque du Grand Dunkerque. Et donc, c'est un projet dont on va faire, comme on a toujours fait dans nos projets, la muséographie, qui pour le moment est en phase vraiment voilà. Et après, on a une sortie sur le toit. Enfin, il y a toute une chose. Ce projet est en gestation, mais en tout cas, il est en phase DCE et il va théoriquement partir en appel d'offres. C'est une aventure assez particulière. Et voilà, on continue. Et on continue. Et on arrive dans un autre projet qui développe l'inverse de ce que je viens de dire. C'est que nous sommes toujours dans cette volonté d'avoir dans une pente, et ça sera, je pense que il y a un livre qui s'appelle Architecture and Landscape qui fait un hommage moderne à le nôtre, avec deux auteurs, je crois qu'ils sont hollandais, je ne sais plus, mais c'est un travail extraordinaire sur la modernité de le nôtre. Je pense que nous sommes ici dans un concours que nous avons gagné récemment, qui est le musée de l'histoire de la bataille de Valmy, qui est dans un lieu sublime. Vous comprendrez mieux cette image après. On continue. Voilà. Nous avons ce moulin, encore sur le thème de l'histoire des Calais. Ce moulin a été détruit une première fois par un coup de canon, une deuxième fois par un maire qui, je ne sais plus, ne l'en voulait plus. Il a été reconstruit une troisième fois, il est tombé avec la tempête de 99, et il vient d'être reconstruit. Pour moi, ça n'a aucune espèce d'importance parce qu'il est le symbole à la fois pictural, historique, et je dirais presque l'emblème de cette bataille, parce que tout se tourne autour, tout se passe autour, et surtout dans l'autre sens. Suivante. C'est un endroit qui est absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a deux lieux de mémoire, évidemment une statue de Kellerman un peu rétro, peu importe, mais c'est un endroit où finalement l'histoire sourde de ce lieu, voire c'est une bataille extraordinaire puisque c'est une canonnade où l'armée prussienne a fui devant une armée totalement destroy, montée des types, ils n'avaient même pas toutes les tenues et tout. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Est-ce que l'armée prussienne était malade? Il y a toute une histoire, mais cela dit, Kellerman aurait eu une stratégie géniale de déplacement, et tout d'un coup, l'armée prussienne, qui était un peu vieillissante, mais qui était quand même la plus puissante de l'époque, s'est retirée. Donc il y a cette affaire de mémoire. Alors vous allez me dire, il fait encore dans la mémoire les musées et trucs, mais moi ce qui me passionne, c'est d'avoir un sujet où il s'est passé des choses extrêmement violentes, et puis tout d'un coup, on le raconte avec le plus de pudeur possible. Suivante. Tout ça était rempli de l'armée prussienne,
Et moi, je trouvais invraisemblable de donner à voir ça du musée. Alors ça, c'est un paradoxe, comme je l'avais fait pour le Montbeuvray. C'est-à-dire que je pensais que là, pour le coup, le public devait rentrer dans un musée, on lui raconte l'histoire, il sort et il a l'imaginaire de ce qui a pu se passer. C'est donc l'inverse d'Alésia, où à Alésia, ils sont en train de nous faire des Romains qui vont se batailler, et ils nous font des trucs, je sais pas, j'ai un peu peur du côté réaliste, c'est toujours pareil, de la mémoire. Suivante. Voilà, je trouve ce moulin magnifique, même dans sa forme, il y a quelque chose de très particulier. Il est donc au point le plus haut, il est vu d'extrêmement loin, Continue. On revient sur le fait que le parking très sommaire est un creux. Et ça, pour nous, c'était la chance du projet. C'est-à-dire, le parking était un creux. Suivante. Et donc, on a profité de cette topographie et on s'est contenté de la remplir par un jeu déblai-remblai. C'est-à-dire, on s'est contenté de la remplir, de faire un parking, un parcours, une place, le musée. Pour la première fois de ma vie, j'enterre un projet. Première fois de ma vie, mais je dirais juste comme anecdote que le premier projet moderne que j'ai vu dans ma vie, réellement moderne, c'était la maison d'Armand, de Guy Rottier, et que l'air de rien, cette maison, cette chose incroyable, Rottier, qui était un type d'autant plus extraordinaire dans ma vie qu'il est parti à un moment donné enseigner en Irak, si j'ai bonne mémoire, et qu'il a laissé le client en rade, et que ça a été mon premier projet grâce au départ de Guy Rottier. Voilà. Guy Rottier, c'est un personnage que j'ai croisé, qui était quelqu'un de totalement exceptionnel. Donc, je m'étais dit, si un jour j'enterre un bâtiment, c'est soit en hommage à Guy Rottier, soit en hommage au radar de Gustav Peschel, qui avait enterré tout son centre de recherche, qui avait fait un rond et qui faisait sortir son radar, chef-d'œuvre total de son plus grand projet. Et un des plus grands projets, je dirais, d'incrustation dans le sol. Donc, il ne s'agit pas de vouloir disparaître, il s'agissait ici de faire ce qui, moi, m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est de sortir de la forme-fonction et de faire des projets qui offrent 6 ou 7 fonctions autres, belvédère, abri, peut-être fonction, mais plein d'autres apports par rapport au site dans lequel on se met. Donc, c'est-à-dire, je crois que la forme-fonction sera toujours très belle, avec un bâtiment réussi, un poste missien, etc. Tout ça est très bien. Et je pense que la génération des bâtiments qui vont venir sont des bâtiments qui offrent beaucoup plus que leur propre fonction. Ici, donc, parcours, cheminement, on s'enfonce, on monte, on va découvrir le musée et on retrouve cette fissure qui nous permet de cadrer à l'intérieur de la maquette, de la reconstruction de la Baccaille, qui nous permet de recadrer le moulin. Donc un plan ultra simple, qui aura eu l'avantage, dans l'histoire de l'agence, et qui est en train de se multiplier dans tous les projets qu'on est en train de faire, c'est de sortir de l'angle droit. C'est-à-dire que j'ai longtemps pensé que, obsédé par la topographie, l'angle droit était en biais par rapport à une pente, par exemple, était la meilleure façon de révéler une topographie. Je pense que depuis que j'ai vu, en particulier le travail d'un groupe que j'adore, qui est venu ici, qui s'appelle RCR, je crois que, et qui eux travaillent beaucoup dans l'orthogonalité, mais je les ai vus sortir de l'orthogonalité, et je pense que vraiment c'est un des acquis indiscutables du monde contemporain. C'est-à-dire, l'orthogonalité peut être encore d'une très grande richesse. Ici, la sortie de l'orthogonalité vient de la pente par rapport au terrain que l'on fait, parce que si on est droit, on ne passe pas. Eh bien, tant mieux, ça me donne une nouvelle génération de projets qui sont en train de changer complètement. Suivante. Voilà, donc du coup, la place,
le parking, la place. Alors on hésite entre du Corten actuellement et de l'inox. Il y a un nouvel inox que je trouve absolument magnifique, qui est irrégulièrement brossé. Et je pense qu'on hésite entre ces deux matériaux-là pour tenir cette terre de manière à ce que ce soit juste une lame. Et on va développer aussi le thème du drainage vu. C'est-à-dire que lorsqu'un mur est enterré, en général, on le remplit de caillasses. Et là, on va voir les caillasses. Donc il y a toute une lecture de la question du drainage. Chose d'ailleurs qu'on fait des gens comme RCR, parce que je trouve qu'eux, ce sont des vrais passeurs sur cette question du paysage de l'architecture. L'autre idée de ce projet, c'est qu'on s'enterre, d'accord, mais on renverse. Donc on suspend tout. Donc on suspend, c'est-à-dire, c'est une concession de faire disparaître de l'architecture, mais c'est une aubaine que le plafond qui n'a plus de source de lumière quasi directe, c'est une aubaine de tout d'un coup suspendre la totalité de la muséo. Suivante. Et voilà, on recomprend mieux désormais le rapport visuel entre la reconstitution de la bataille et qui ne sera pas une reconstitution spectaculaire, c'est des choses extrêmement simples. Et on est tombé sur un... Alors, on nous avait proposé énormément de spécialistes d'histoire qui passent à la télé, etc. J'ai demandé à rencontrer des gens du coin et je suis tombé sur un professeur du lycée de Sainte-Médéhould, qui est une petite ville à côté, qui nous a raconté cette bataille. Ça ne pouvait pas être mieux. Donc, on a des documents, des choses. On va faire un truc très très simple, mais vraiment sincère et efficace. Suivante. Suivante. C'est le dernier projet. Donc, on reste calme. Je ne veux pas faire un truc très long. Je crois que je suis à peu près dans les temps. Alors, on est au CNRS de Gif-sur-Yvette. Le CNRS de Gif-sur-Yvette, c'est comme beaucoup de ces centres de recherche, des cubes blancs des années 60, mal digérés du moment moderne, avec quelques coups, quelques arbres au milieu. Suivante. Et un lieu de rêve absolu qui, à mon sens, a été une occasion ratée d'architecture et paysage. On voit un plan qui ressemble réellement à des projets de cités des années 60. Je trouve que c'est indigne d'un centre de recherche. Et on nous demande de faire dans cette zone, et en particulier ici, le nouvel emblème du CNRS. Ok, très bien. Nouvel emblème, nous on se dit, attendez, on ne va pas vous faire un bâtiment, on va vous faire un bâtiment qui va remplir plein de fonctions. Parce qu'on estime que la façon de montrer ce projet ne peut pas être la même que cette zone-là, et ne peut pas être non plus un bâtiment enterré. Bon. Alors, ici, il y avait un espèce de bâtiment ultra dangereux, là, très maudit, là, je sais pas quoi, qui allait sauter, avec des expériences sur les animaux, enfin un truc, je suis rentré, quand j'ai visité, j'ai eu peur. Il y avait des rats, des trucs, des machins, j'ai eu très très peur là-dedans, on va le casser, tant mieux, on le casse, bon. Et puis, on se rend compte qu'on a affaire à une partition quand même intéressante. C'est que d'un côté, on a une cité, je sais pas, j'appelle ça une cité de recherche, je vois pas de qualité, je vois rien. Mais ici, par contre, on a un parc absolument magnifique. Alors, et là, il y a un restaurant rond, là, bon, il est ce qu'il est. Et alors, tout d'un coup, on s'est dit, si ça saute, on va construire un bâtiment, je dirais, qui va tendre une frontière, une partition, entre ce que représentent les années 60, 70, 80, de ces centres de recherche, de machin, espèce de laboratoire, là, et on va essayer de résoudre un problème de parking, de résoudre un problème de vue sur le parc, de cet entre-deux. On va essayer de réfléchir à cet entre-deux. Et comme on est plein sud, on va essayer de faire une façade un peu HQE, etc., etc. Et puis, on a réfléchi. Alors, on a fait la chose suivante.
On a regardé cette pente, parking horrible au-dessus, le vieux bâtiment maudit là, qui devait disparaître, et puis on avait, on le verra après, une espèce de truc. Alors, menace, évidemment, numéro 1, inondabilité, l'eau venant jusqu'ici, donc il y avait une cote d'inondabilité. Et là, chose que font beaucoup de paysagistes que j'adore, et des architectes aussi d'ailleurs, c'est-à-dire c'est accepter l'inondabilité d'entrée, c'est-à-dire en faire un spectacle ou pas selon le plan d'eau. Nous, on a décidé d'en faire un vrai lieu de récupération des EP, un vrai lieu quasi définitif, et puis si ça monte, il monte parce que le bâtiment, on l'a un peu surélevé. Suivante. Donc, on a développé cette idée que le bâtiment dont on souhaitait ensuite travailler toute la limite, compartimenterait à lui tout seul avec les parkings arrière toute la question d'un bâtiment qui limite un système de parc par rapport à un centre de recherche. Voilà. Alors, la formule, elle est simple. On a voulu faire une espèce de bâtiment qui recevrait des bureaux, qu'on donne volontairement sur le parc, et des épis arrière qui recevraient tous les laboratoires. Voilà, ça nous a été plus ou moins reproché, mais peu importe. Le projet devient, par rapport à un parking paysager qu'on a aménagé ici, des prolongations de plantations en avancée, les creux donnaient les éclairages de toutes les parties de travail, et l'immeuble de bureau était devant, avec un grand auditorium qu'on a axé sur un des endroits les plus beaux du parc qui était ici. Voilà. Ensuite, on a créé un lac, un vrai plan d'eau, qui se densifierait ou pas par rapport à la mise hors crue. Et on a proposé, donc l'image suivante, un système donc, des incrustations, des locaux techniques viennent jusqu'ici, un système avec donc une rue qui distribuait les bureaux sur le jardin, c'est-à-dire tout l'espace public, on le donne au jardin, et la partie haute, on la donne en entre-deux, entre la partie du vieux, il y a des silhouettes de trucs, et le parc. Voilà. C'était un projet d'une simplicité vraiment très très simple, enfin, paraissait relativement évidente. On continue. On continue. Et on a commencé, ça c'est une étude c'est un principe, on a commencé à sculpter complètement la partie arrière pour récupérer toutes les lumières des éléments de recherche qui sont ici. On a monté toute la partie accueil parce qu'ils voulaient recevoir des gens de l'étranger, etc., qu'on a mis en haut. Et évidemment, c'est un bâtiment qui n'est pas forme-fonction, c'est-à-dire qu'il offre énormément de solutions, d'autres solutions qui complètent le projet. Donc, en particulier, ici dans cette image, il n'y a pas le parking aménagé, mais il y a tout le parking sur Evergreen, il y a tout un truc on a retravaillé tout le parking qui est ici. Et puis, on voit bien que la partie d'accueil se fait par le haut. Voilà. De cette partie d'accueil, on peut descendre dans le jardin, le long du lac. Et puis, les zones de travail sont au contraire, les zones de recherche sont incrustées. Voilà, ce qui donne un bâtiment qui a plusieurs rôles. Suivante. Et on se retrouve en haut, dans la partie accueil, entre cette question du parc et cette question de la silhouette du centre de recherche. Et une autre idée qu'il y avait, c'est que les caillebotis qui étaient ici et qui cassaient l'ensoleillement se retrouvent dans l'image suivante. C'est-à-dire qu'on a l'acceptation du lac, la mise en valeur du parc, un bâtiment qui est complètement en courbe, avec ses épis arrière, des ailettes qui pivotent pour les bureaux, la transparence arrière sur les éléments de recherche,
et le fait que tout ce qui est espace public donne sur le parc. Voilà, donc c'est un projet qui était hissé à hauteur de l'inondabilité et qui avait, je rajoute, des contraintes absolument gigantesques sur le confinement d'un certain nombre de choses, sur des choses extraordinairement dangereuses et tout, mais pour nous, l'allure de ce projet est beaucoup plus une installation dans un parc et beaucoup plus un dispositif d'accompagnement d'architecture de parc qu'un bâtiment de plus pour le CNRS. Suivante. Cette photo n'est pas une photo d'un grand photographe ou une installation d'art contemporain. C'est Mestre, sur lequel je travaille actuellement. Nous sommes 6 architectes à plancher sur le musée du XXe siècle italien, à Mestre. Je ne crois pas avoir vu en Europe, je dirais l'Europe, Italie, Espagne, France, Portugal, Angleterre, un paysage de ce type, c'est-à-dire qu'on en est à avoir dans les arbres des détritus qui font une espèce d'arbre de Noël de l'horreur et qui nous montrent, comme nous l'avons vu déjà à Dunkerque, une industrie en perdition, sauf que là, nous sommes en face de Venise, que peu de gens ont dit que c'est l'industrialisation de Mestre qui ronge, on a parlé beaucoup de Venise qui s'enfonce, mais qui ronge les structures de bois de Venise, et que s'il y a un lieu, c'est pour ça que je suis ravi, moi, de travailler sur ce musée du XXe siècle, qui doit évidemment, comme pour Dunkerque, projeter des solutions pour Mestre et pour l'Italie en général sur la question de l'écologie et du développement durable, je trouve hallucinant qu'en 2010, j'ai pu voir près de Venise un désastre pareil, et c'est la fin de mon discours.